Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler de l'aéronavale sud-coréenne. Enfin, des projets de l'aéronavale sud-coréenne. Parce qu'il y a eu une période où tout le monde était sûr que la Corée du Sud allait posséder des porte-aéronefs ou des porte-avions. Allez, c'est parti! Au moment même où le Japon déclarait ses intentions en matière aéronavale, la Corée du Sud faisait de même, là aussi par l'intermédiaire d'une agence de presse. Ce mouvement croisé, évidemment intéressant au regard des relations complexes entre les deux pays, l'est aussi au regard des conditions de concrétisation de ces annonces. Si elles ne faisaient guère de toutes en ce qui concerne Tokyo, il n'en va pas de même pour Séoul. Contrairement au Japon, la Corée du Sud n'a historiquement aucune culture aéronavale embarquée, si ce n'est l'usage d'hélicoptères anti-sous-marins depuis ses frégates et ses destroyers. La question d'un embarquement de F-35B sur le Dokdo, son premier LHD, avait été posée par des analystes au moment de son admission au service actif en 2007. Jusqu'à 3 navires étaient initialement envisagés, correspondant à 3 groupes navals incluant également un grand destroyer Aegis de classe Sejong-Daejeong. Mais force était de constater que dans la pratique, Séoul réservait son nouveau bâtiment exclusivement aux opérations amphibies, puisqu'il n'embarquait que des hélicoptères de transport et n'était pas utilisé pour des missions anti-sous-marines. C'était d'autant plus le cas que le lancement de la construction du Marado, le sister ship du Dokdo, avait été retardé du fait de difficultés budgétaires, le bâtiment étant finalement lancé en mai 2018. Reste que la situation stratégique régionale a également eu une influence sur la réflexion des décideurs. Le 15 décembre 2017, le même jour que le Japon donc, l'agence sud-coréenne Yonhap annonçait que la marine sud-coréenne avait commencé à considérer l'utilisation de F-35B depuis son nouveau bâtiment amphibie. Le communiqué fait état de réflexions conduites récemment et impliquant l'achat d'un petit nombre de F-35B. Comme le Japon, la Corée du Sud a acquis des F-35A au nombre de 40, mais construits aux États-Unis. L'achat de F-35B pourrait également prendre du sens au regard de la menace balistique nord-coréenne, notamment sur les bases aériennes, mais poserait comme au Japon d'ailleurs la question de la maintenance des microflottes. Restait également à voir la condition de la plateforme. Alors certes, les deux LHD, le Dokdo et le Marado, pourraient effectivement embarquer des F-35B. S'ils sont à pont continu permettant a priori un tel usage, leur longueur, 199 mètres, semble cependant faible. Comparativement, le Cavour italien fait 245 mètres et les Canberra, les John Carlos australiens, près de 231 mètres. L'installation d'un tremplin semble donc nécessaire, d'autant plus que, comme pour les bâtiments japonais, le pont est biseauté. Cette configuration elle-même n'est pas optimale. Là où les ascenseurs des Izumo sont placés l'un à tribord arrière et l'autre en avant du château, ceux des Dokdo sont alignés, ce qui rend la gestion du pont plus délicate. Ils peuvent toutefois accueillir 19 tonnes, soit plus que les 14,5 tonnes d'un F-35B, et leur dimension permettrait la manutention de l'appareil. Il faut aussi savoir que le pont a par ailleurs été renforcé avec un revêtement en uréthane de manière à pouvoir supporter la déflexion de gaz chaud des essais avec des M22B attestant cette possibilité. Reste également la question plus délicate du hangar. La structure du Dokdo et de son sister ship est telle que le radius se prolonge par un hangar unique qui court sur la longueur du bâtiment et qui sert à la fois de hangar à véhicules, de hangar aéronautique et au stockage de matériel. Cette solution offre une réelle polyvalence en permettant d'installer des conteneurs spécialisés par exemple. Mais elle n'est pas des plus pratiques, non seulement pour l'embarquement d'appareils de combat, mais aussi et surtout pour leur maintenance. En tenant compte de ces différents paramètres, on peut estimer que peu d'appareils pourraient être embarqués sur les Dokdo modifiés. En théorie, une dizaine d'hélicoptères UH-60 peuvent être en temps normal, de sorte que l'embarquement de F-35B entraînerait la réduction de la flotte d'hélicoptères destinés aux missions anti-sous-marines. Ces limitations ont assez logiquement conduit à des réflexions autour de bâtiments spécifiquement destinés
aux opérations aéronavales. Un premier programme apparaît alors en octobre 2019. La conception préliminaire du LPX-2, le Landing Platform Experimental 2, comparativement au Dokto qui est le LPX-1, est confiée à Hyundai et des budgets sont accordés fin décembre 2020. Alors oui, Hyundai ne fabrique pas que des voitures. Concrètement, c'est un bâtiment à pont continu de 265 mètres de long et de 43 mètres de large pour 40 000 tonnes, doté de 2 îlots et cette fois complètement optimisé pour les opérations aéronavales. En 2021, le programme CVX, le CV faisant référence à la désignation des porte-avions à propulsion conventionnelle, est lancé, mais voit rapidement deux obstacles s'élever devant lui. D'une part, évidemment, ce programme est soutenu par la marine, le projet manque aussi de direction, de sorte que plusieurs designs sont proposés par Hyundai et Daewoo, y compris à partir de 2022 un catobar de 50 000 tonnes, tandis que KAI, la Korea Aerospace Industries, propose de son côté une version navalisée de son KF-21. Et là aussi, le projet va se heurter à un obstacle bien connu qui est la question budgétaire, qui se pose par contre-coup. Si l'industrie navale coréenne est performante, le prix d'achat de 2,1 milliards de dollars et le coût annuel d'opération de 45 millions, parfois avancé, semble aussi largement sous-estimé. D'autant plus qu'il faut également acheter les appareils. Il est alors question de 20 F-35B par le truchement d'une réarticulation de futures commandes en Lightning II de Séoul ou de KF-21 dans l'hypothèse du catobar. Mais le développement de cette version dépasserait à elle seule le milliard de dollars, sans encore compter le coût d'achat des appareils eux-mêmes. D'autre part, ces évolutions de besoins semblent mal cernées et la question budgétaire implique un débat soutenu sur la pertinence même d'un achat aussi coûteux. Certes, l'exercice de conceptualisation est intéressant pour l'industrie avec des réflexions conduites par exemple sur la nécessité de baies qui permettraient la mise en œuvre de drones de surface, sous-marins ou aériens. Mais si la marine souligne que le bâtiment serait aussi utile en appui des opérations amphibies, il n'offre aucune permanence à la mer et les budgets qu'il pourrait consommer seraient bien plus utiles ailleurs dans les forces. Et ce, d'autant plus que l'on peut douter de la pertinence même de la stratégie dite Blue Water de la marine sud-coréenne. D'abord, les problèmes stratégiques de la Corée du Sud sont Pyongyang, Pékin et Tokyo. Or, nombre de capacités hauturières de Séoul sont d'abord conçues à ces égards, tandis que l'aviation, basée dans la péninsule, permet de couvrir leur déploiement. Ensuite, face au nord, un tel coup paraît surfait. Combien de missiles de moyenne portée ou de croisières et d'appareils pourraient être achetés pour le même prix? Sans même parler d'un réel risque, politique et militaire, pour un bâtiment particulièrement symbolique s'il venait à être coulé. Enfin, une stratégie navale hauturienne ne nécessite pas forcément de disposer d'un porte-avions. L'instrument est politiquement significatif et draine une réelle esthétique de la puissance. Mais Séoul s'engagerait-elle dans des opérations de combat en Afrique ou au Moyen-Orient avec son aéronaval embarqué, alors qu'elle n'a pas encore tiré aucun des missiles de croisière dont elle dispose depuis ses navires de surface? Pour le dire autrement, s'il faut sans doute trouver une rationalité mimétique découlant d'un dilemme de la sécurité au regard de la Chine et du Japon, avec lequel persiste un différend sur les îles Dokto, la question de la crédibilité capacitaire ne manque pas de se poser. Il ne suffit pas d'annoncer, il faut concrétiser. Et si l'on a peu de mal à concevoir la montée en puissance de l'aéronavale japonaise, ce dont j'ai fait une vidéo, on peut en avoir plus concernant une aéronavale embarquée sud-coréenne, alors que d'autres priorités en matière d'investissement sont affichées en Corée du Sud. Aussi peut-on également poser comme hypothèse que ces déclarations, en particulier à Séoul, ont une fonction politique intérieure à l'égard des populations comme des forces, mais aussi extérieure à l'égard de l'allié américain. Dans ce dernier cas, le message sous-jacent est celui maintenant traditionnel d'une plus grande prise en main de sa sécurité par Séoul, mais aussi celui d'une remise en question dans le triangle stratégique Séoul, Tokyo, Washington. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis évidemment à ciao, bonsoir. À ciao, bonsoir.